Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Je l'adore, ce petit clip que Nelly nous a fait, ça met une bonne petite ambiance dès le début. Je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir pour ce nouveau numéro de Keto sans rendez-vous que nous allons produire avec Franciane. Bonjour Franciane. Bonjour. Alors, je te remercie d'avoir accepté notre invitation dans cette nouvelle petite série Keto sans rendez-vous. Donc, je rappelle que l'idée, c'est d'inviter uniquement des professionnels de la santé pour s'exprimer sur le régime cétogène, souvent dans un cadre précis. Donc, nous allons recevoir des diététiciennes, des médecins, des cancérologues, des cardiologues, des chercheurs, etc., sur une thématique précise. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder la nutrition avec une diététicienne. Donc, merci Franciane d'avoir accepté notre invitation. Est-ce Avec que tu peux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? OK, donc bonjour. Donc voilà, moi, je suis, diététicienne depuis, près de 20 ans en libéral, tout en travaillant à l'hôpital. Je vais sur mes 43 ans, j'ai une petite fille de 6 ans et je viens de déménager, je viens de quitter Bruxelles, pour la campagne, il y a pas très longtemps, donc des gros changements et je vis avec mon compagnon et mon beau-fils de 16 ans ici. Mmh. Voilà, pour l'aspect présentation. Alors, tu as une longue expérience de diététicienne. Dans quel cadre tu as travaillé durant ces plus de 20 ans, d'expérience? Pour quelle spécialité? Quel type de pathologie? Quel type de patient? Alors, principalement, moi, je suis, en diététicienne libérale dans les pertes de poids, hein. C'est Mmh. souvent, le plus, demandé, au cours de ma carrière, c'est ce que j'ai le plus eu. Alors parfois, il y a, dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il y a des diététiciennes pour, dans différents secteurs. On peut être dans la néphrologie, dans la diabétologie, mais moi, là, j'ai travaillé dans mon parcours dans la chirurgie bariatrique il y a quelques années. Mmh. C'était avant le Covid que j'ai quitté, mais j'ai quand même travaillé là-dedans, je pense, environ 5 ans. On va en parler spécifiquement parce que c'est un domaine très important aujourd'hui. Ça concerne beaucoup de monde. Donc je veux que dans cette vidéo, on puisse en parler vraiment précisément, un peu plus tard. Et donc, je vais titrer cette vidéo, «Le régime cétogène pour les pertes de poids difficiles», parce que j'ai vu que tu t'intéressais vraiment spécifiquement, à ce qui est pas forcément simple, hein, parce que quelqu'un qui est métaboliquement, entre guillemets, «sain», qui mange trop, il perd du poids, c'est relativement facile. Mais il y a tout un tas de cadres qui empêchent la perte de poids. Donc, j'ai vu que tu t'intéressais au syndrome des ovaires polykystiques, Ouais, aux ouais. problèmes d'endométriose, diabète, etc. Et c'est des domaines plus pointus qui nécessitent une prise en charge un peu plus large, un peu plus complexe. Oui, oui, oui. Ici, il y a environ 2 ans, on est venu me demander si je voulais travailler dans le circuit, de l'endométriose, à l'hôpital où je travaille, qui est un grand hôpital, de Bruxelles. Et donc voilà, je me suis lancée là-dedans et ma découverte du cétogène est tombée à pic parce Mmh. que sans ces données-là, c'était compliqué. C'était très Alors, compliqué. ça va être intéressant parce que je voudrais qu'on aborde un point précis, c'est que globalement, la formation des nutritionnistes, diététiciens en France ou en Belgique, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, souvent les gens font les formations dans un pays, dans un autre, en francophonie, c'est relativement proche. Je voudrais que tu nous en parles par rapport aux standards que nous connaissons tous, les célèbres 55 de glucides, moins de lipides, et cetera, versus ce que tu as appris et découvert sur le régime cétogène. C'est un peu un grand écart quand même. Ah totalement. Mmh. C'est un virage, complet. Moi, au début de mes études, on m'a appris la gentille pyramide alimentaire avec effectivement les féculents en bas, le light pour faire maigrir les gens, donc toute la panoplie, hein, et tout. Les édulcorants évidemment, les light en graisse, enfin à tous les niveaux. Et effectivement, on avait beaucoup de cours pour apprendre à calculer, les charges glycémiques pour les diabétiques Mmh mh. et compagnie. Après, et donc moi, au début quand j'ai commencé à travailler, je faisais des plans et je fais toujours parce que souvent les gens demandent d'avoir un plan. Mmh. Et dans mes plans, j'avais des minarines, j'avais des édulcorants, j'avais même des biscuits petit déjeuner, hein, parce que
vous avez appris que finalement, il y a beaucoup de congrès qui sont sponsorisés, hein, par des grandes marques et donc ça faisait partie de mes recommandations. J'ai encore les Mmh. souvenirs avec des photos, hein. Et puis, la pyramide a quand même changé pendant, je ne sais plus, je dirais peut-être il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Et en tout cas, en Belgique, je ne suis pas sûre que ce soit partout, mais les féculents sont remontés d'un étage. Donc, on avait les Mmh. légumes en dessous et les féculents au-dessus. Et donc, moi, j'ai imprimé, je donnais aux patients, j'expliquais, c'était vraiment la routine. Et puis, au niveau du light, quand même assez rapidement, moi, j'ai complètement arrêté sur le light du gras, mais pas Mmh. du sucre. Par contre, Mmh. j'ai continué avec les édulcorants assez longtemps. Mais sur le light du gras, non, je suis passée quand même sur les produits entiers. Bon, pas au début de ma profession, donc j'ai travaillé comme ça pendant des années. Hein, donc oui, et effectivement, c'était difficile. Mmh. C'était difficile parce que les résultats étaient. C'est toujours compliqué hein, quand on échange entre diététiciennes. Bah voilà, on va parler de tel cas de patient ou Mmh. c'est difficile et ceci, c'est toujours la même chose. Hein. Alors, globalement, en fait, cette pyramide alimentaire, elle repose sur une fraude scientifique et l'origine, du problème vient des États-Unis. C'est eux qui ont créé ça et ça a été diffusé dans le monde entier et globalement repris dans tous les pays occidentaux. Et le vrai problème de ça, c'est que littéralement, il y a une fraude et il y a de la corruption derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, tu vois, de savoir, c'est comment on fait pour expliquer les échecs. Typiquement, tu as quelqu'un, parce que la base, le centre de cette approche, en fait, c'est la calorie. Donc, on estime globalement avec des tables qui sont fausses la quantité de calories dont tu as besoin par jour. Et en face, on fait un déficit calorique en espérant que tu perdes du Ouais. poids. Ah ouais. Alors forcément, ça marche un temps. En théorie, quand on a 2000 kilocalories de dépenses énergétiques et qu'on mange 1500 kilocalories, ben on puise dans sa graisse corporelle. Ouais. On est en cétose intermittente et on perd du gras. Le problème de cette approche, c'est que ça fait descendre le métabolisme de base, notre dépense d'énergie, en particulier au repos, descend et à un moment donné, ça s'équilibre. Et donc, à 1500 kilocalories, dans l'exemple cité, on ne perd plus de poids. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redescend encore d'un étage jusqu'au moment où c'est insoutenable. Et là, on reprend en disant oh, je suis minable, j'arrive pas à perdre de poids, de toute façon, je m'en fous, etc. Et puis, on remonte à 2000 kilocalories absorbées dans l'assiette, mais on a un métabolisme de base à 1200 kilocalories, on reprend le poids perdu. C'est en Ouais. gros la recette de l'échec que tout le monde a plus ou moins connue. Comment une diététicienne réagit face à ce paradoxe, en fait, ou cet échec? Ça, c'est Oh intéressant. à l'époque, on allait, enfin moi, à cette époque-là, c'était quand même voir si le patient, bougeait assez, mangeait assez de légumes parce que pour moi, c'était les légumes la solution. Ça l'était pour moi, je mangeais énormément de légumes. Donc voilà, c'était, il mange probablement pas assez, de légumes ou il bouge probablement pas assez. C'était les explications ou que sait-on de ce qu'il fait réellement derrière? Ça, Mmh. voilà donc c'était Donc ça et finalement, puis on fait reposer l'échec, sur le patient. Il y a quelque chose qui va pas, soit il ment, soit il a mal compris, soit mais on peut pas remettre en question, ce calcul, cette approche, en fait, entre une dépense énergétique théorique qui n'a rien de réel, en fait, hein. C'est ça le problème à la base. ouais, Les tables nutritionnelles, c'est pour ça que moi, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir en me disant: «Quelle est la quantité de lipides que je dois manger?» Et là, je réponds systématiquement: «Si quelqu'un vous donne un chiffre, c'est une fraude». Parce qu'on ne peut pas le savoir. mmh mh. Et ça, les gens, ils ont déjà un peu de mal parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont tous pareils. Ils ont vu des tables nutritionnelles sur Internet. Donc, je mesure tant, je pèse tant, j'ai à peu près Ouais, ça comme, par exemple, je suis sédentaire. Mon niveau de dépense énergétique, c'est 1600 kilocalories. Mais ça, c'est faux, en fait. ouais, bien sûr. Alors, voilà. Ça, c'est problématique parce que les gens, à la fin, ils s'imaginent qu'ils sont responsables de leur échec. Alors qu'en fait, à la base, on leur a vendu une fraude, une Ouais. mauvaise compréhension. Oui, J'imagine que oui. tu vis ça aussi, toi. Oui, enfin, en tout cas, à l'époque, enfin, moi, déjà, je ne remettais pas en question, ce que j'avais pendant mes études. À aucun moment, je me suis dit que ce qu'on m'enseignait n'était pas, forcément correct. Je veux Mmh. dire, c'était pas tout ça, c'est vraiment par la suite, que j'ai découvert tout ce monde-là. Le Mmh. covid a beaucoup aidé, à Mmh. remettre tout en question. Donc, Mmh. parce que j'étais très respectueuse, hein, moi, de l'autorité, et puis le covid a vraiment, changé ma façon Mmh. de réfléchir et donc oui, ça m'a lancée dans toutes des nouvelles choses et voilà, l'alimentation cétogène et l'aboutissement, Mais je te félicite déjà pour ton courage d'aller contre l'autorité
Mais vraiment, si je peux aider les professionnels de santé à contester cette autorité, elle est extrêmement simple. On vous a mis dans le crâne du cherry picking. C'est-à-dire qu'on a pris des morceaux de science, on en a fait un package et on vous l'a mis dans le crâne. Mais vous êtes toujours libre d'aller lire la littérature scientifique au sens large. Ce que je viens de dire, par exemple, sur le métabolisme de base, c'est scientifiquement démontré depuis des décennies. Oui. Comment on a fait? Ben, on prend des tables métaboliques que tous les diététiciennes ont et en parallèle, on fait un test avec une chambre métabolique. Là, dans la chambre métabolique, on va mesurer votre métabolisme de base. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la table métabolique, par rapport à la chambre métabolique, peut être en erreur à 25% supérieur ou 25% inférieur. Oui. Donc, comment vous pouvez établir un plan nutritionnel avec des chiffres aussi variables? C'est impossible. Ah oui, oui, Voilà. bien sûr. Oui. Donc le professionnel de santé, en fait, il peut avoir accès à cette littérature scientifique parce qu'il est temps, en fait, que chaque professionnel reprenne possession directement de la science et pas juste d'un programme qu'on lui a donné il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Alors, bon, pendant les études, je crois que de manière générale, il y a une question d'âge aussi, hein. Moi, j'ai fait mes études à 20 ans en général. Enfin, en tout cas, je me posais pas, voilà, j'ai jamais remis en question ce qu'on m'avait appris, alors que maintenant, à plus de 40 ans, bah, j'ai plus de recul là-dessus. Maintenant, souvent, je me dis, je donnerais cher si je pouvais refaire mes études pour voir si à ce moment-là, je poserais les questions, je poserais des questions. J'aurais beaucoup aimé voir comment on me répondait avec toutes les connaissances que j'ai maintenant. Ça aurait été passionnant, mais il faudrait que je revoie des professeurs de l'époque pour voir. Ça serait passionnant. Bah, Didier Raoult, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, avait, pour l'anecdote, dit, enfin, dans plusieurs de ses cours à ses étudiants en disant « Comprenez bien que tout ce que je suis en train de vous dire sera globalement faux dans l'avenir ». Ouais. Donc, il faut avoir cette démarche en fait de remise en question permanente, de confronter en permanence ses connaissances aux nouvelles découvertes. C'est une vraie dynamique en fait. Il n'y a rien de figé. Ouais, Et ouais. je comprends pas en fait qu'on s'arc-boute face à des échecs en disant ah ouais non mais ça c'est comme ça qu'il faut faire. Si ça marche pas, c'est pas nous, hein, c'est vous. Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça que je reproche un petit peu. Donc c'est pour ça que je mets en avant des personnes comme toi qui n'ont pas peur en fait d'affronter le dogme, parce que c'est un dogme en place. Hein. Les Ouais, ouais. calories aujourd'hui, c'est toujours le dogme dominant par Oui, l'immense bien sûr. majorité des professionnels de santé. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et les patients aussi, hein, ils me le demandent parfois. Tout à Oui, fait. oui, et combien de calories? Et donc, ça fait bien. Ça, par contre, ça fait bien longtemps que je leur dis que c'est un concept. Moi, alors bien avant le cétogène, j'avais déjà complètement laissé tomber ces concepts-là, hein, donc, Mmh. Mais ouais. le patient, en fait, sera le dernier à changer parce qu'on a les scientifiques qui font les découvertes. Après, on a les professionnels de santé qui vont s'appuyer sur la science. Et puis, en dernier, bah, il y aura le patient qui, lui, à la fin, va voir des articles dans les grands médias, etc. Oui, oui, oui. Je suis pas certain qu'il ne faille pas au moins des décennies pour détruire ce mythe de calories in, calories out. Donc, Après, ici, moi, depuis, donc ça va faire pour moi 1 an que je suis en cétogène. Et alors, dans ma façon de travailler, bah, maintenant que je suis vraiment à l'aise, bah, je vois bien que le patient, comme moi, je comprends très bien, enfin, en tout cas, oui, je suis vraiment à l'aise avec ma façon d'expliquer ça aux personnes. Les gens comprennent et donc ils peuvent très facilement avancer, abandonner les anciens concepts. Donc c'est vraiment, waouh! alors, premier point qui m'intéresse sur le sujet, qu'est-ce qui a mis, comment tu as découvert le régime cétogène? Sur ton parcours, comment le régime cétogène s'est présenté? Alors, ça remonte à loin. Moi, je suis, quelqu'un j'ai toujours adoré le sucre, depuis, petite. J'ai eu un papa qui est devenu, diabétique de type 2 quand j'étais encore, relativement jeune et donc bah, il s'est intéressé, à l'époque à tout ce qui était, édulcorants et compagnie. Donc on avait, moi j'ai baigné dans, ouais, les édulcorants, le light et tout ça. Et puis il est mort quand j'étais, assez jeune dans une opération du cœur et suite à ça, bah, j'ai commencé à manger encore plus de sucre. Et ce fait que, bah, moi je ne grossissais pas et d'ailleurs je dis souvent aux patients que je trouve que c'est pire. C'est Mmh. pire parce que du coup on continue, on ne voit pas les dangers, tandis que les gens qui prennent du poids parfois, bon pas toujours bien, mais parfois ça leur permet de réagir, tandis que moi j'ai pas réagi.
je Mmh mh. grossissais pas, donc il y a pas de problème. Et donc j'ai avancé, là-dedans. J'ai fait des études de diététique justement pour pouvoir répondre, à tout ça. Pendant mes études de diététique, j'ai commencé à manger beaucoup de légumes, à avoir, des maux de ventre terribles, mais c'était normal puisque les légumes, c'est bon, donc on continue avec les légumes même si on est plié en 2, à avoir de l'acidité beaucoup, et donc oui et je mangeais, pour moi, je mangeais très bien. Je mangeais des noix, je mangeais, des lentilles, je mangeais du quinoa, je mangeais du sarrasin, je mangeais, beaucoup de polyinsaturés, les huiles de colza, de noix, et puis de temps en temps, je mangeais beaucoup de sucre, mais beaucoup Mmh des mh. pâtisseries, des chocolats, mais vraiment beaucoup. Et les choses avançant avec le covid, et bien, j'ai commencé à quand même être, beaucoup malade, de plus en plus. J'avais ma fille qui avait 1 an, je l'allaitais, toujours, j'étais beaucoup réveillée la nuit et je pense que tout ça a commencé à me fragiliser et j'ai commencé à avoir, des maux de tête quand même assez souvent. J'ai commencé à avoir des grosses insomnies, alors que j'avais jamais eu de problème, des très grosses insomnies. Et puis j'ai commencé à avoir des crises de panique, en fait. Alors à l'époque, c'était, on s'est dit que c'était le déménagement et compagnie, mais enfin, c'était un peu avant la vente de la maison et compagnie. Mais moi, je sentais bien que c'était pas anxieux, il se passait quelque chose. Et donc, alors j'ai découvert aussi YouTube que moi je ne connaissais pas, hein, ça fait maintenant, seulement, on va dire 5-6 ans. Je me servais pas du tout de ça et j'ai découvert et puis, j'ai commencé à manger cru, donc plus de fruits, plus de noix. J'avais très, très faim. J'étais, et puis le jeûne intermittent, c'est bien le jeûne intermittent. Donc je Mmh ne mh. mangeais plus le matin, je prenais sur moi. J'étais assez fière parce que moi qui mangeais tout le temps, moi j'avais tout le temps des figues, des dattes, des Dextro Énergie sur moi parce que je faisais des hypoglycémies tout le temps. J'étais vraiment très, très mal en fait, en plus, avec 2 parents diabétiques parce que ma mère aussi est devenue diabétique, par la suite. Mais bon, je me disais, avec les sucres, donc j'étais tout le temps en train de me resucrer. Et puis, donc oui, tous les mal-être et puis, donc la découverte, alors je pense que ça avait commencé par, Sequoia Santé, qui me paraissait quand même compliqué. Je comprenais pas, enfin, je trouvais du bon sens, mais je me souviens aussi, à un moment donné, Boris qui expliquait que les végétaux, c'était pas forcément, bon et là, moi, je me suis dit: «Mais, c'est pas possible ce qu'il raconte. Il est cohérent, sur certains sujets et là, il dit que les légumes». Donc là, j'étais en refus. Il m'a fallu du temps pour comprendre, en fait et dans la même veine, je suis tombée, sur ta chaîne, sur l'interview avec Idrissa Berkane Mmh mh. et c'est comme ça que j'ai découvert et là, ça a fait tilt. Donc je me suis, tout de suite inscrite à la Céto Academy que j'ai fait, rapidement. J'ai étudié, étudié, étudié pendant 6 mois non-stop. J'ai acheté les livres que j'ai aussi, épluchés, et donc je me suis informée. Je me suis assez rapidement quand même mise en low carb parce que c'était logique. Et le low carb, j'y suis pas restée, longtemps. Je me sentais déjà mieux, mais en même temps, je sentais que ça n'avait pas de sens. Il fallait continuer dans la démarche. Et donc très rapidement, je suis arrivée vers le cétogène. Après, ça a pas été facile du tout pour moi. Je suis quelqu'un de très anxieux et ces histoires de sel, de potassium, ça m'a bien angoissée au début. Hem Et puis, une fois que j'ai eu les codes, que j'ai compris que j'étais pas en train de mourir, que les palpitations, qu'il fallait, voilà, qu'il fallait arrêter d'être, trop rigoureux, parce que pour moi, si j'avais pas eu mes 8 grammes 12 grammes même de sel avant d'aller me coucher, au gramme près, ça allait pas, hein. Donc, Mmh mh. et puis, petit à petit, j'ai vu que ça allait, j'étais toujours là, tout se passait bien, et que très très rapidement, donc en ayant une alimentation, dans les codes, hein, j'ai tout de suite mangé très gras. Voilà, c'était peut-être le sel et le potassium qui voilà, mais du reste, j'ai mangé tout de suite très gras. Donc très rapidement, tous les bénéfices de l'alimentation cétogène, hein, donc toutes mes addictions, quand même très, 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 très fortes au sucre, plus rien. Donc voilà, moi avant, je finissais les gâteaux, je finissais tout, là, plus rien. Les maux de tête, sont rapidement partis. Mmh Plus mh. d'insomnie.
Les angoisses, pareil. Alors ça m'est encore arrivé d'avoir des montées d'angoisse, mais rien à voir avec ce que c'était des crises de panique que j'avais là, voilà donc ouais, ouais, une franche amélioration et surtout, bah, la connaissance de tout ça. Je veux dire, une fois qu'on est rentré dedans, c'est logique. Plus à aucun moment je me suis dit que j'allais retourner en arrière. Donc c'était, autant ici, quand on a déménagé, vers la campagne, bah, à ce moment-là, l'idée, c'était d'avoir un potager, de manger les légumes, de manger les fruits et maintenant, bah, ils sont là et ben, je les mange pas. Donc ouais, ouais, ça a été, donc oui, oui, je m'étais dit du coup, bah, en été, j'allais manger quelques fruits, j'allais et en fait non, non, ça m'intéresse pas en fait. Donc oui, plus moyen de pas envie, enfin tout est logique. Donc c'est plus possible dans mon travail de ne pas l'utiliser puisque Mmh. c'est logique, tout s'est éclairé, tout s'est révélé donc voilà, je ne pouvais pas et donc j'ai évolué très rapidement dans ma façon de travailler. Mais, sincèrement, enfin, c'est un parcours commun. C'est-à-dire que, moi, j'ai des gens qui sont cancérologues, qui voient des patients touchés par un cancer tous les jours et qui viennent me voir pour les aider à formuler correctement un régime cétogène pour leur cancer. Parce Ouais. qu'ils connaissent les traitements et ils veulent utiliser autre chose. Toi, c'est la même chose. Ton travail, c'est la nutrition, c'est la diététique, c'est aider à formuler un régime alimentaire pour que les gens se sortent de différentes pathologies. Et toi-même, avec toutes ces connaissances, tu as le courage de le dire, tu as eu beaucoup de problèmes de santé au niveau de la glycémie, au niveau des crises de Mmh. panique, et cetera. Et c'est toujours le même parcours en fait. C'est un changement personnel qui vient alimenter l'énergie nécessaire pour un changement professionnel après. Donc Oui. bravo, sincèrement, c'est courageux parce que tout le monde s'imagine que les médecins, ils sont en parfaite santé, et cetera. Ça, c'est un mythe. Ouf, C'est oui. souvent le cordonnier le moins bien chaussé, ne serait-ce qu'avec le mode de vie, hein, le fait de travailler la nuit, et cetera, fait qu'il y a beaucoup de Oui, problèmes. bien sûr. Donc, un grand bravo d'avoir, ce courage de témoigner de ce parcours, à la fois personnel et puis maintenant professionnel, qui est une vraie révolution parce qu'on peut dire que c'est un virage à 180 degrés entre ce que tu faisais avant et maintenant. Alors, comment avec toute cette expérience, toutes ces connaissances acquises, tu as pu, insuffler du cétogène dans ta pratique professionnelle? Donc, bah, ici, c'est une aide au quotidien parce que parfois j'avais des patients et je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire pour eux?» Mmh mh. Ils mangent tout bien, ils mangent exactement comme il faut et je ne comprenais pas où pouvait être, tandis que maintenant, j'ai plus ce genre de problème, en fait. Ça vient toujours résoudre tous les problèmes, en fait. Donc quand je reçois, bah, je leur demande, comment ils mangent et bien et alors, bah, la plupart du temps, hein, c'est rare que ce soit pas le cas, mais donc il y a trop de féculents ou il y a trop de fruits ou, il y a pas assez de protéines ou enfin ce sont et alors le gras, n'en parlons pas. Chez les jeunes, bah, il y a souvent beaucoup de malbouffe, évidemment. Et bah, chez les femmes, il y a des profils aussi qui mangent très bien, hein, qui mangent comme moi je mangeais avant. L'alimentation parfaite telle qu'on la décrit, hein, maintenant, telle qu'on la plébiscite, à tendance flexitarienne et compagnie. Et maintenant, bah, voilà, je leur explique justement, que les gens, ils ou elles, aient pris du poids ou qui, n'en perdent plus ou enfin, voilà, je leur explique que moi, je suis dans une démarche, que je vais leur parler d'une approche qui est, low carb, high fat, et donc je leur explique les aliments, qui posent problème, les aliments vers lesquels ils devraient, se tourner, j'écris et je dis: ben voilà» et après, bah, il y a des façons plus poussées encore d'avancer. Vous avez l'alimentation cétogène où là, bah, on n'a plus de féculents, on n'a plus de fruits ou très peu et donc j'avance et alors, je laisse aussi entendre, ils y vont ou ils y vont pas. De toute façon, dans mon approche, je suis déjà en chemin, je peux pas faire autrement. Mmh mh. Et il y en a une partie qui y vont tout seuls et puis, au rendez-vous d'après, bah, c'est eux qui me disent: «Ah bah, voilà, j'ai acheté le livre dont vous m'avez parlé, j'ai été voir le site» et donc hop et on avance, Mmh. comme ça. Et tu as Et pour déjà les eu autres quelques résultats, parce que c'est relativement oui, oui, récent oui. comme changement, mais par exemple avec du diabète ou avec d'autres pathologies ou perte de poids et cetera. Tu as déjà eu des patients qui sont revenus te voir avec un résultat avec cette approche?
Oui, 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 bah, oui, oui, bien sûr, en cétogène, énormément, hein, Mmh. énormément, et des belles pertes de poids et une compréhension et là, je dis: «Bah, voilà, là, vous êtes sûr que c'est du poids» et ça de toute façon, ça fait bien longtemps que je le vois, quand les gens réfléchissent à ce qu'ils font, avancent vraiment, bah, c'est rare qu'ils retournent en arrière, hein. Mmh. Donc oui, bien sûr, il y a déjà eu des très belles pertes de poids, depuis que je le fais. Alors sur les cas comme les diabètes, moi, je n'en ai pas parce qu'à l'hôpital, chacun Mmh. a son secteur et mais bien malheureusement, je ne travaille pas, parce que là, par contre mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'on me laisserait faire. Dans Oui. si je travaillais là-dedans, j'aurais un C'est petit clair problème. que si un diabétologue, standard apprend ce que tu fais, c'est-à-dire le contraire de ce que lui va dire, ça va poser des problèmes. Ouais? Voilà. Mmh. Ouais, Parce ouais, que je ici, rappelle juste qu'on est dans un monde suffisamment fou. Je rappelle déjà un point important. La première étude scientifique, hein, dénommée comme ça, je les ai toutes et j'ai fait le tri. La première étude sur le régime cétogène en milieu hospitalier pour inverser une pathologie, c'est 1920 et c'est le diabète de type 2, avant même la synthèse de l'insuline. Donc on a 105 ans de retour de science sur l'usage du régime cétogène pour le diabète, que ce soit en prévention ou en inversion. On a de la littérature scientifique, on a des expériences de cas, il n'y a pas de problème. Il y a juste les diabétologues qui ne sont pas au courant, hein. C'est ouais, ça le problème. Donc, quand vous avez un diabète de type 2, donc ça veut dire une glycémie à jeun élevée le matin, une hémoglobine glyquée élevée, on va commencer par vous prescrire des médicaments pour réduire cette glycémie, hein, je pense différents médicaments. Et puis, quand ça ne sera pas suffisant, au bout d'une décennie, 2 décennies, bah là, on va commencer avec les injections d'insuline. Et on va vous dire, surtout, prenez suffisamment de glucides pour couvrir les unités d'insuline qu'on vous injecte. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que vous pouviez guérir, inverser un diabète de type 2, c'est-à-dire avoir une glycémie normale, sans médicaments et sans insuline, en seulement quelques mois de régime cétogène. ouais, Donc, il serait temps que les diabétologues se réveillent. Voilà. Mais ouais, je ouais. comprends que quand tu es dans quelqu'un qui est diabétologue, qui a 50 ans, 60 ans, chef de service, il n'a pas du tout envie d'entendre parler de régime cétogène. Voilà. Oui, oui, bah, c'est dur, hein, de remettre en question tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a cru, c'est très difficile, hein. Donc et puis sans l'avoir testé, je pense que c'est compliqué aussi. Bon après, c'est tant mieux pour ceux qui le font, mais ça doit être difficile quand même. Enfin, c'est plus facile, c'est plus confortable de le faire, du coup, pour la Oui, démarche, mais oui, oui, bien sûr. Et oui, c'est clair que ça manque de cohérence, si tu veux, d'être un professionnel de la santé faisant la promotion du régime cétogène tout en ne le faisant pas soi-même. Parce que tu as compris qu'il y a un problème et tu ne veux pas te le faire à toi-même. ouais, Je comprends, hein, c'est un peu difficile. Mais on a besoin aussi on a vraiment, vraiment besoin, et c'est pour ça que cette série Keto sans rendez-vous a été initiée. On a besoin de professionnels de santé formés dans tous les domaines et bienveillants sur le régime cétogène. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir une société, avoir des gens qui font le contraire de ce que leur médecin leur dit, parce qu'à un moment donné, ils sont incompris. Par exemple, si on a un cancer, on va injecter des produits qui vont être riches en glucides, enfin des chimiothérapies avec des perfusions glucosées, etc. Si vous dites en même temps, maintenant, j'en veux pas parce que je suis en régime cétogène, il faut ouais, que le service soit bienveillant, donc informer les infirmières, les cancérologues, etc. ouais, Et même chose avec le diabète de type 2, même chose avec toutes les pathologies. Donc, on a besoin de gens au moins bienveillants, même s'ils ne le font pas officiellement dans leur service, qui vont oui. accepter et comprendre. Je vois plein d'hôpitaux aujourd'hui, on fait des questionnaires. Est-ce que vous êtes vegan? Bon, tu mets oui, Ah du oui? coup, tu as un plateau vegan, tes choix alimentaires sont respectés. À Ouais, partir du moment où tu dis cétogène, on te classe dans la classe hérétique. Toi, tu as le droit à rien. C'est pas normal parce qu'on a plus de 7000 publications scientifiques sur le sujet aujourd'hui dans tous les domaines. Moi, je fais ma revue scientifique tous les vendredis. Tous les vendredis, je vois même des pathologies que je ne connais pas le nom, des pathologies rares, où à un moment donné, tous les médicaments échouent, tous les traitements échouent, puis il y en a un qui se dit, tiens, si on essayait le régime cétogène, voir ce qui se passe, étude de cas, bim, ça réussit. Donc on a de la littérature sur quasiment tout maintenant, et il n'est pas normal que la médecine soit en tel décalage par rapport à la littérature scientifique. Voilà. C'est pour oui, ça ouais, que ouais. je te félicite sincèrement de cette prise de conscience parce que tu vas venir en aide à beaucoup de gens. D'ailleurs, on mettra tes coordonnées en description de cette vidéo pour les gens qui sont, parce que tu n'es pas très loin de la frontière française en plus, donc peut-être les Français du nord de la France et puis de la Belgique qui voudraient te contacter. Tes coordonnées seront en description de la vidéo parce que pas tout le monde a envie de se passionner de nutrition. Pas tout le monde a la force de caractère pour aller contre son médecin.
Et se faire accompagner par une professionnelle comme toi, ben, c'est utile et important pour beaucoup de monde. Oui, bah, après, faut aussi, effectivement avoir des médecins qui suivent parce que ça, c'est un problème que je rencontre aussi. C'est du coup, bah, c'est plus facile de comprendre les prises de sang des patients maintenant, et alors ça m'arrive du coup de dire: «Bon, bah, voilà, il y a pas ce qu'il faut dans la prise de sang, il y a juste une glycémie, mais la personne mange énormément de sucre, donc je soupçonne quand même des problèmes», et il y a des médecins qui ouais, qui voient pas l'intérêt d'aller voir s'il y a une résistance à l'insuline, et Mmh mh. voilà, juste avec une glycémie, ça ne veut rien dire. Mmh mh. Pareil pour la thyroïde, pareil, donc c'est compliqué aussi. C'est vrai que c'est plus facile si on a des médecins qui sont, tolérants, compréhensifs et qui suivent, et qui sont pas en train de se braquer. Mais, Alors écoute, je veux pas, vendre la mèche, mais j'ai une longue liste de professionnels de santé que je veux faire parler. Donc j'espère bien que, cette série de Ketos au rendez-vous, quand on sera peut-être à 100 ou 200 témoignages de professionnels de santé, bah, ça initiera peut-être la volonté de se contacter, faire une sorte de réseau, de s'envoyer des patients. Parce que, les gens sont aujourd'hui, le vrai problème du régime cétogène en zone francophone, c'est que nous sommes fragmentés. Il y a plein de gens qui font des choses dans leur coin, mais ils ne se connaissent pas. Le seul pays de tout l'Occident où il n'y a jamais eu de grand congrès cétogène, il n'y en a pas eu en France. Pourtant, il y a eu quelques bribes sur certaines spécialités, en particulier sur le cerveau, avec le professeur Auvin, qui est un peu un pionnier et un leader en France sur les pathologies liées au cerveau. Mais globalement, si on veut parler de perte de poids, de diabète de type 2, de cancer, etc., il n'y a pas eu de grand congrès en France. Il y en a eu au Royaume-Uni, il y en a eu en Allemagne, en Italie, en Espagne, États-Unis, Canada, j'en parle même pas, c'est quasiment tous les mois, Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a un vrai besoin de mettre les gens en contact. J'espère que cette mmh. série va permettre d'initier ce mouvement pour que les gens puissent communiquer entre eux, s'envoyer des patients, etc., selon les spécialités. Parce que les gens sont vraiment en demande de ça. Il y a une vraie demande. Oui, 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 et puis oui, ça faciliterait vraiment les choses, oui. Bah, typiquement, hein, un régime cétogène, il y a certains profils, leur cholestérol va changer, va dépasser certaines normes. Tout de suite, le premier maillon faible, c'est le médecin généraliste qui va dire: «Oh là là, mais votre cholestérol est trop haut, il faut mettre une statine», et cetera, et cetera. Donc, à partir du moment où on a un médecin généraliste qui est capable Mmh. d'interpréter ces résultats dans ce cadre cétogène, déjà, on a un frein en moins. Et puis après, tous les spécialistes, diététiciens, cancérologues, diabétologues, et cetera, à mettre en réseau. Donc, j'espère que ça va produire ça. Oui, oui, oui. Parce qu'après c'est difficile aussi, hein. Moi je vois, ma généraliste, bah, voilà, elle a dû avancer avec moi, et je pense qu'au début, elle se demandait quand même, ce qui se passait avec tout ça, donc voilà, et puis, enfin, personnellement, au début, après 3 mois, je pense, de cétogène, ma fonction rénale s'est mise à descendre, Mmh. et donc ça aurait pu, être inquiétant. Après, bah, voilà, ma tension restait bonne, et voilà, est-ce que j'étais pas bien hydratée? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais voilà, c'est parce qu'elle m'a fait confiance et qu'on a avancé aussi, et qu'il faut ça, voilà, faut avoir, un Bah, généraliste qui est tu le sais très bien, il y a un vrai problème, c'est que toutes les données métaboliques, toutes les normes métaboliques, toutes les normes de laboratoire sont faites pour des en plus. gens qui consomment 55 à peu près, Ouais, hein, c'est 55 ça, hein. de glucides, majoritairement qui tournent aux glucides. Il faut Ouais, imaginer comme si vous aviez un véhicule, bicarburant ou bi-énergie. Vous avez un véhicule qui marche avec de l'essence, avec un réservoir à essence, puis vous avez aussi une pile électrique, par exemple, pour les véhicules hybrides. Le régime cétogène, c'est ça. mmh, On a des normes qui sont faites sur l'alimentation occidentale riche en glucides, et vous changez de carburant principal, vous passez au gras, et les normes changent. Mais ouais, vraiment, que ça soit le cholestérol, que ça soit tout change en fait, tout ouais, c'est s'adapte, ça. tout est différent. Et donc il faut des professionnels qui soient capables d'interpréter ces chiffres. Et aujourd'hui, les gens sont perdus parce que on a des chiffres qui sortent de la norme, au-dessus, en dessous, mais la norme, elle n'est pas faite pour vous. C'est une Ouais, autre norme qui est faite pour vous. Et les gens ne le savent pas. oui, oui, oui. Oui, du coup, moi, j'ai hâte, même à titre personnel, hein, je trouve ça plus facile effectivement d'aller, vers un professionnel qui Mmh. connaît, oui. Oui, oui, parce que c'est complexe, c'est interconnecté, et il y a différents arbitrages. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du sel, tu le mettais en avant. Je l'ai répété partout. Eat Fat to Be Fit a plus de 10 ans maintenant. Partout, j'ai expliqué l'importance du sel. Pourquoi le sel? Parce que aujourd'hui, on a accusé le sel des maux engendrés par les glucides et Ouais, l'insuline.
vous faites de la rétention parce que vous avez une insuline élevée, parce que vous mangez beaucoup de glucides. Quand vous retirez les glucides, votre insuline se normalise, on divise par 4, par 5 les niveaux d'insuline. Et donc, vous pouvez perdre du sodium parce que le corps doit retenir du potassium. Bon, c'est des histoires hormonales un peu complexes, mais l'idée, c'est que ça change vraiment. Si vous ne consommez pas suffisamment de sodium, de sel, je vais rappeler sel, chlorure de sodium, parce qu'il y a des gens, dans leur tête, sel, ça pouvait être chlorure de magnésium. J'ai vu des gens avaler 12 grammes de chlorure de magnésium. Ce n'est pas du sel. Le sel de table, c'est chlorure de sodium. Bon, 12 grammes avec ça, vous n'avez pas de problème. Aucun problème. Vous n'avez pas d'hypertension, vous n'avez pas de migraine. Non, voilà. Tout fonctionne correctement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a l'Institut de cardiologie américain qui avait publié il y a 4 ou 5 ans une étude qui montrait que plus on réduisait la quantité de sodium, chlorure de sodium, plus on mourrait prématurément de causes cardiovasculaires. Ouais. Alors que les États-Unis, c'est le pays où il y a un niveau normal de sodium qui est le plus bas du monde. C'est la moitié de la norme européenne. On est à 1,5 grammes de sodium par jour en norme américaine. Ouais. Ce qui crée une pression absolument énorme en termes de recyclage sur les hormones, etc. Perte de potassium. Là. Et ça, c'est en population générale riche en glucides. Hein. Donc, il faut arrêter d'avoir peur du sel. Le sel n'est pas responsable de l'hypertension. Le sel n'est pas responsable des pathologies cardiovasculaires, etc. Ça, c'est scientifiquement documenté. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, la majorité des gens ont peur des mêmes choses. Ils ont peur des graisses saturées. Ils ont peur du cholestérol. Ils ont peur du sel. Ils ont peur du soleil. C'est les mêmes choses qu'on leur a mis dans le crâne, qui sont scientifiquement des fraudes. Donc, du coup, quand on arrive en régime cétogène, la première chose qu'on fait, c'est désapprendre. C'est-à-dire comprendre qu'on nous a mis des mensonges dans la tête et ensuite réapprendre avec de la science propre. Oui. Et c'est très confortable. Et il y a certains patients aussi qui sont soulagés parce que c'est comme si c'était logique pour eux quand même. Donc il y en a qui sont très perdus parce que voilà, la norme, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'un coup, les légumes, ça ne marche plus, donc oui, mais il y en a qui comme si ça avait toujours été logique pour eux et c'est un grand soulagement effectivement. Il y a les 2 types, donc oui, il y a des gens qui l'ont toujours senti en fait, mais qui allaient à contre-courant, voilà. Encore ce matin, justement une patiente me disait ça, justement une dame qui avait perdu 36 kilos par le passé avec des régimes, et qui a tout repris, et donc voilà, et là, elle était extrêmement bouleversée de ce que je lui disais, mais soulagée au possible. Donc ça, j'ai de plus en plus des gens qui sont vraiment soulagés, oui. Et tu as remarqué aussi qu'il y a toujours une forme de nutrition intuitive. Alors, j'aime pas trop ce concept parce que si c'est intuitif et que tu as un goût pour le sucré et que tu passes devant une pâtisserie, intuitivement, tu vas prendre la pâtisserie. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, tu vois, il y a des gens, ils ont envie de sel. Ils manquent de sel. Mais on n'écoute pas. On va réprouver ce goût. On va dire, ah non, j'ai déjà mangé trop de sel. Ou cette habitude, surtout, tu goûtes ta nourriture avant de rajouter du sel, qu'on dit aux enfants. Par exemple, une femme, pendant son cycle menstruel, elle va avoir des phases, elle va avoir un goût naturellement plus prononcé pour le sucre, pour le goût sucré, ou pour le gras. C'est des choses en fait qu'on n'écoute pas suffisamment parce qu'on a tout un tas de signaux qui sont brouillés justement par trop de glucides et qu'on retrouve après. Ou par exemple, il y a des phases où des gens, ils vont avoir une grosse appétence pour la viande. Il leur faut plus de protéines parce qu'à ce moment-là, ils en ont besoin. Et on n'écoute pas trop ça. Et donc, par exemple, toi-même, tu l'as dit, tu as entendu dire que les légumes étaient bons pour la santé. Et malgré un inconfort digestif, des ballonnements, etc., tu as continué parce que dans l'esprit collectif, c'est bon pour la santé, les légumes. Tu vois Et c'est ça qu'il faut retrouver un peu sa confiance pour se dire je vais un peu m'écouter parce que je sens que j'ai besoin de ça. Oui, c'est ça. Après, il y a des types de personnalités, il y a vraiment des personnes, voilà, après quand je leur explique, l'alimentation cétogène, voilà, ils sont, ils vont ils peuvent tout d'un coup, effectivement écouter leur instinct, ils doivent plus aller contre et donc c'est facile. Mais après, il y a les personnalités qui, comme moi j'avais où, voilà, quand on dit ça, on y va et même si c'est contre le ressenti. Donc ça c'est les personnalités. Oui, c'est pas simple. Et moi, je pense que ça se combat avec la connaissance, vraiment. Oui. C'est le seul antidote, en fait. Par exemple, quelqu'un qui va te dire: «Ah oui, non, mais moi, je peux pas manger tous ces œufs à cause du cholestérol». Il faut comprendre la production de cholestérol endogène, celui qu'on mange, etc. Une fois que les gens ont appris ça et compris, ça devient évident. Mais tant qu'ils sont sur des mythes, Oui. voilà.
Oui, oui, C'est bien sûr et effectivement, comme tu disais, pour le soleil, pour, oui, oui, mmh, c'est mais après, en même temps, ça bah, pour le soleil, ça la vitamine D, ça commence à se savoir donc ils sont moins, ils sont plus enclins effectivement à rapidement vouloir rectifier ça et je me souviens un portrait où tu avais déjà dit, des qu'il y avait des patients, qui avaient des taux de vitamine D très bas et c'est le cas. Moi, j'ai déjà vu effectivement un patient qui était à 2. mmh. Donc ouais, enfin une patiente en l'occurrence, oui, oui. Oui, je Donc l'avais lu il y a dans un encore ouvrage, d'ailleurs d'un médecin belge, spécialisé sur la thyroïde où il racontait le cas d'une patiente qui avait une vitamine D à 0. ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et cette femme, en fait, elle avait tellement peur du soleil qu'elle sortait dehors avec une ombrelle. Elle était couverte des pieds à la tête avec une ombrelle. Elle prenait pas de suppléments, elle mangeait aucun aliment riche en vitamine D, elle est tombée à 0. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Oui, c'est ça et après avec la force, bah, on commence à, c'est passionnant parce qu'on commence à voir les types de profils, leur alimentation, ce qu'ils ont comme, pathologie et ça va plus vite pour faire des liens, hein, Mmh, petit à petit, voilà, comprendre, bon, la thyroïde, les hormones, oui, ça va de plus en plus, c'est logique effectivement, mmh, pour aller comprendre, tout ça comme avec l'endométriose, les ovaires polykystiques, ça c'est, mmh. oui, oui et c'est pas du tout abordé. Je veux dire, les médecins ne vont pas du tout aller, sur ces aspects-là, hein. On leur donne des hormones, et puis, basta, hein. C'est compliqué. Bon, après, ils les envoient quand même chez la diététicienne, hein, Mmh. donc pour ceux qui y vont. Donc oui, 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 c'est ça, Bah, c'est je vais aussi aborder spécifiquement le syndrome des ovaires, polykystiques avec justement, une gynécologue à qui j'ai proposé le sujet, qui veut bien, l'aborder. Donc ça sera intéressant parce que c'est un syndrome qui touche de plus en plus de femmes aujourd'hui, des jeunes ouais. femmes en particulier et qui est pour moi globalement maltraité, mal compris par tout le monde. Donc c'est intéressant de voir ce que le régime cétogène fait spécifiquement pour ce syndrome. Ah oui, oui, bah, bon, après, c'est des profils souvent, moi, de ce que j'en ai vu, voilà, on voit clairement qu'il y a des problèmes de résistance à l'insuline. C'est des personnes qui ont aucune notion effectivement. Voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui baignent dans une alimentation qui est compliquée. C'est compliqué l'alimentation maintenant, des tout petits, moi ça fait pas mal d'années que je vois des tout petits en poussette avec des paquets de chips et des petits jus de fruits en poussette, quand c'est pas des bonbons, hein. J'ai déjà vu comme ça une maman donner, couper les bonbons, petits nounours pour les donner, au bébé. Donc c'est compliqué et après c'est compliqué d'être parent, c'est compliqué, tout est compliqué, hein. Donc Ah mais mais avec les notions. on est sur des croyances, hem, c'est presque épidermique, hein. Tu vois, par exemple, il y a quelque temps, il y a eu une photo où je me suis retrouvé tagué dessus, et je vois des enfants de, je sais pas, entre 7 et 12 ans, dont 2 qui sont en surpoids, mais c'est pas le sujet et sur toute la table, il y avait gâteau, glace et soda et c'était organisé par un professionnel de l'encadrement, des enfants et j'ai mis simplement en dessous, glace, gâteau, soda, 2 points, c'est un stage obésité. Ils me sont tombés dessus, mais c'est comme si je les avais insultés ou envoyés dans un, je sais pas, comme si j'avais fait la pire chose possible. Menace de procès, et cetera, hein. Alors, Ah ouais. factuellement parlant, cette alimentation-là, elle est toxique et on peut le mesurer. Ouais, Pour ouais, moi bien sûr. pour moi, c'est criminel de faire ça, hein, et aujourd'hui le dire, eh ben, on va m'attaquer pour ça. Mmh. Alors que j'ai la science, hein. Si vous devez m'attaquer en justice pour ça, il y a pas de problème. Je vais ramener, 50 000 pages d'études scientifiques pour prouver que j'ai raison, hein. Mais, on est dans un dogme, en fait, où on peut pas toucher à ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on récompense l'enfant avec un soda qui contient 45 grammes de sucre, hein. Ouais, Non, voilà. Donc ouais, j'imagine le ouais. professionnel de santé qui veut s'attaquer à ça, il est dans la même position risquée, hein. C'est dangereux. Ouais. C'est pas facile, oui, oui, oui et puis, enfin après voilà, pour ce qui est des enfants, c'est compliqué. Je pense que voilà, être parent, c'est compliqué. On est dans une société où c'est stressant et Mmh, c'est souvent un moyen aussi de voilà, d'essayer de peut-être, avoir plus de calme. Enfin, ce sont vraiment des sujets qui sont complexes, faut s'y connaître, faut être en forme, faut avoir les outils, faut voilà, pour bien nourrir son enfant, faut être parti sur du bon. Quand tout se passe bien à la maison, bah, c'est effectivement dans les collectivités que ça peut être plus compliqué donc mmh. c'est oui, 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 bien sûr. C'est Mais de l'autre côté, on voit par exemple, une explosion des cas de troubles de déficit de l'attention, hein, qui est ouais, un vrai oui, oui, bien syndrome. sûr. Aux États-Unis où j'habite, ils distribuent des pilules, de la Ritaline depuis des Ah oui. décennies. Donc globalement, on donne de la bouffe de merde et je pèse mes mots, de merde, je donnerai même pas ça à des animaux,
à des enfants qui vont développer ce genre de syndrome. Puis après, il y a l'industrie pharmaceutique qui vient donner Ouais. des pilules pour calmer les enfants. Bah, il suffisait juste de retirer les glucides de l'alimentation et il n'y avait plus de problème, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. qui sont les responsables de ça? Le système, le ministère de la Santé, les parents, les cantines. Enfin, va falloir que ça change, quoi. Oui, 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 oui. Bah, Ouais. déjà dans les magasins, après, quand on va avec les enfants, toutes les crasses sont à hauteur, hein, donc c'est Mmh, compliqué, hein. C'est bien compliqué. sûr, bien Donc sûr. dire non aux enfants, enfin, c'est compliqué, hein. Après moi, avec ma fille, c'est toujours, c'est comme si, on passe pour le tortionnaire. Donc il Mmh. faut trouver une juste mesure et en même temps, je me dis: «Bah, voilà, j'espère que plus tard, voilà, parce qu'après les enfants en grandissant, bah, on peut leur dire non. Moi, je peux retrouver ma fille, qui est montée sur une chaise, sur une table pour aller chercher, le pot de confiture, comme sur les images des enfants. Donc oui, on a beau essayer, ils trouvent toujours un moyen. Donc voilà, après je me dis: «Bah, elle me voit faire». Ce qui est comique, c'est pour elle, j'ai toujours été cétogène alors que ça fait qu'1 an. Mais pour elle, j'ai toujours mangé comme ça. Mais je me dis qu'elle me voit faire et que voilà, petit à petit, elle fera son chemin et que ce sera plus facile aussi. Mais Déjà, les parents sont l'exemple et puis après, il y a tous les bienfaits qu'on obtient et puis le dernier point, je l'ai toujours dit, on ne doit pas vivre un régime cétogène, quel qu'il soit, peu importe les pathologies ou le cadre, de façon, privative. On ne doit pas être frustré. Si on est ouais, frustré, on lutte. C'est comme le régime hypocalorique, toi. Tu as faim, mais tu dois pas manger. Bon, et ben, le régime cétogène, si à un moment donné, tu as faim ou tu as envie de certaines choses et que tu te retiens volontairement, tu peux pas tenir ça toute une vie. C'est pas ouais, bien tenable. sûr, Tu vas le bien faire à sûr. 1 semaine, 1 mois, 1 an si tu es fort, mais pas une vie. Donc il faut trouver les bons éléments, les bons ingrédients pour le vivre avec plaisir. Et tu Ouais, l'as ouais. dit toi-même, tu ne pouvais pas résister à une tartelette sucrée il y a quelques années et aujourd'hui, tu te fais suffisamment plaisir dans ton alimentation pour même plus en avoir envie. Totalement, oui, oui, oui. Puis, oui, c'est ça, la glycémie est régulée. Ça m'est déjà arrivé aussi de partir en vacances, il y a un croissant, par curiosité du goût, je vais, mordre un tout petit morceau, mais c'est la curiosité du goût et voilà, je n'ai pas besoin d'en manger, c'était plus, voilà. Mais, c'est très, très rare et de toute façon, oui, il y a pas de problème de glycémie, donc il y a vraiment c'est pas possible et ce que j'explique aussi et ce que je vis, c'est qu'avant, bah, voilà, on mange beaucoup, on n'a plus faim, mais on va quand même prendre un dessert ou on va quand même ça Mmh, passe. Tandis qu'en alimentation cétogène, il y a pas. Quand on a mmh. fini de manger, on peut plus. Il y a plus rien, ça peut plus. Donc ça, c'est extrêmement confortable aussi, mais effectivement, il faut le tester. C'est impossible de se rendre compte de ce que c'est, la satiété sans l'avoir Ouais. vécu, c'est impossible. Ne serait-ce que ce concept simple de satiété, tant qu'on n'est pas passé en keto, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, On ouais, ouais. l'imagine, mais on ne sait pas ce que c'est. Et je voudrais donner l'exemple simple que tout le monde a pu connaître. Hem, Vous avez un bon boulanger chez vous, on vous dit d'aller chercher 2 baguettes de pain, vous allez chercher vos 2 baguettes, puis, vous avez 1 kilomètre pour rentrer à pied, vous allez casser le quignon et finalement sur la route du retour, vous allez manger une baguette sans vous en rendre compte, en fait. C'est bon, ça se mange, mais en fait, il y a aucune satiété, ça s'arrête pas. Mmh. Ouais, C'est ça ouais. les le régime cétogène, une fois que vous êtes à table, vous avez faim mécaniquement, on va dire, même si j'ai jamais trouvé de vrais mots pour expliquer ça. Une fois que vous posez votre couteau, votre fourchette, vous avez plus faim, il y a plus rien qui rentre, c'est terminé, hein. Vous Ouais, avez pas ouais. envie d'en rajouter et ça change tout. Ouais, ouais, ouais. Alors peut-être on pourrait aborder, un sujet que tu connais bien, c'est, toute l'approche, chirurgie bariatrique, c'est-à-dire le traitement de l'obésité, chirurgicalement. Qu'est-ce que tu en as vu? Qu'est-ce que tu en tires comme résultat global? C'est-à-dire les gens à qui on propose des chirurgies, alors il y a 10 différents types de chirurgies, hein. Des chirurgies où on intervient directement sur l'estomac, des chirurgies où on shunte l'estomac avec l'intestin et cetera. Mais Oui, c'est globalement, ça. quels sont quel est le bilan que tu en tires de ça? En France, pour donner une idée, c'est entre 55 et 60 000 personnes opérées par année, hein, Ouais. c'est pour donner une idée. Oui, oui, ça tournait énormément. Donc, à l'hôpital où j'étais, ils faisaient principalement des sleeves et des bypass. Mmh mh. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'en Belgique, c'est obligatoire de passer par une diététicienne et un psychologue pour être opéré. Donc, bah, ils venaient tous, hein, il y avait pas de problème. Là, ils venaient. Il manquait pas leur rendez-vous. Et donc moi, j'étais là pour voir s'ils allaient être aptes à comprendre, l'alimentation qu'ils auraient par la suite, et pour leur donner un régime préopératoire qui était déjà tout fait et que je leur donnais, qui était un régime extrêmement hypocalorique et maigre.
Et alors, c'était le même pour tout le monde. Et à l'époque, voilà, donc la personne pèse 130 kilos ou ça, ou bon, après ils n'étaient pas Ouais. opérés à 50, mais je veux dire, c'était le même. Après, avec les années, je modifiais quand même les quantités parce que ça m'allait plus du tout. Mais donc voilà, ils avaient ce régime pré-op qui devait faire 3 semaines où ils maigrissaient déjà bien. Et donc on avait des réunions tous les mois pour dire si on était d'accord sur les cas. Alors moi souvent, j'ai donc déjà au début, j'essayais quand même de voir si vraiment ils se rendaient compte que ça n'allait pas aller tout seul, qu'ils allaient devoir de toute façon changer des choses. Enfin, opération ou pas, ils allaient de toute façon devoir modifier leur alimentation. Donc, après, bah oui, c'est les classiques aussi, hein, des gens qui pèsent pas assez pour l'opération et qui reviennent 3 mois plus tard avec 20 kilos de plus. Pas de problème, opérés. Mmh. Des échecs opératoires où c'est le deuxième bypass sur bypass. Ouais, ça, il y en avait beaucoup, hein. Ils appelaient ça des ridoux. Donc D'accord. oui, oui, ça arrivait assez fréquemment. Bah oui, des gens qui plusieurs années après avaient des très gros problèmes de santé quand c'était pas des problèmes de chirurgie directe, hein. Mmh. Donc j'en ai jamais connu qui étaient morts pendant l'opération, mais il y en a qui ont eu des sérieux problèmes Je sais par pas la si tu as lu suite. le témoignage, de quelqu'un qui a témoigné pour son expérience du régime cétogène, mais pendant 30 minutes, il a parlé de l'expérience de sa mère, qui avait eu à la base une sleeve où les agrafes se sont ouvertes, Ah bah oui, voilà. l'acidité gastrique s'est répandue et à la fin, elle a fait alors je ne sais plus combien d'opérations, plus d'1 an Oui, c'est d'hôpital, ça. Oui, oui. l'estomac retiré, donc ils ont connecté l'œsophage avec l'intestin. Enfin, c'est des gens handicapés à vie, quoi. C'est Alors qu'à ça, la base, un médecin lui avait dit: «Non mais c'est rien, un coup de bistouri et hop, vous rentrez chez vous, c'est c'est ça. terminé». Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, le patient croit que c'est voilà, ça va être facile, hop, hop, hop. Il achète ça, le patient c'est ce qu'il veut, le chirurgien sait ce qu'il veut, tout le monde est content. Mais voilà, en pratique, effectivement, il y a quand même des choses pas belles à voir qui se Mmh. passent. Il y a des gens qui tombent dans l'alcoolisme, hein, quand même aussi pas mal, ou qui se mettent à grignoter, enfin voilà, des carnages. Et donc moi, c'était plus possible, en fait. Mmh. J'essayais de vraiment de les dissuader tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'avais de plus en plus de problèmes en réunion parce que je voyais pas pourquoi on Mmh. les opérait. Je trouve que voilà, et donc c'était plus possible. Moi, voilà, c'était Alors, vraiment plus la sleeve, possible. en plus, faut savoir, hein, alors je connais pas exactement les délais, je crois que c'est 10 ou 15 ans, mais il faut repasser sur le billard parce que Ah oui, l'estomac se oui, bien sûr. redilate, hein, Oui, oui, et faut parfois beaucoup commence, plus hein. vite, hein, parfois beaucoup Voilà. plus vite. Et j'ai eu aussi, des patients qui avaient un bypass, une sleeve et qui ne perdaient toujours pas de poids, et donc le médecin, bah, c'était les piqûres, hein. Et donc là, ils D'accord. commençaient parfois à maigrir. Mmh mh. Et donc ils étaient fâchés, hein, parce que quand même, oui, oui, j'ai eu une patiente comme ça. Maintenant, Ouais, avec le recul, je comprends que cette dame était déjà en état de dénutrition sévère, que son corps ne pouvait plus, mais à ouais, l'époque, j'avais pas le recul non plus de ça, hein. Je le voyais pas comme ça, je le ouais. comprenais pas comme ça. Donc voilà, après, maintenant, quand j'ai des gens qui viennent, qui vont faire une chirurgie, bah, j'essaye vraiment, ils viennent plus chez moi puisque je travaille plus là-dedans, mais ça arrive qu'il y ait des erreurs de parcours, et donc je dis voilà, je leur dis: «C'est comme tous ceux qui veulent absolument, les piqûres pour maigrir». Mmh. Voilà, c'est de plus en plus fréquent, hein. Alors, Donc vas-y, je ne pensais pas aborder ce sujet-là aujourd'hui avec toi, mais parce que les États-Unis ont encore beaucoup d'avance sur le sujet, ça fait déjà plusieurs années, c'est arrivé en Europe, autorisation de mise sur le marché, autorisation pour les médecins de prescrire pour le diabète de type 2, mais aussi pour la perte de poids. Donc, on est sur des agonistes du GLP-1, hein, c'est une on va dire que c'est une hormone pour faire simple. C'est remboursé par les assurances santé maintenant sur prescription. Et donc, c'est devenu la pilule magique ouais. pour maigrir. Ah oui. Voilà. J'en avais parlé dans un journal du régime cétogène, numéro 2, je crois. C'était le méga jackpot des laboratoires Mmh. pharmaceutiques. Je rappelle que la première capitalisation boursière devant Renault, Volkswagen, Mercedes, Total et tout ce que vous voulez, c'est Novo Nordisk au Danemark qui fabrique ça, hein. Donc, c'est vraiment un véritable jackpot. Mais c'est pas sans conséquence. On a Voilà. une étude du BMJ qui a été publiée 2025 qui nous juste au Royaume-Uni, sur quelques mois, qui avait recensé déjà 83 décès, 83 morts. Dans un monde normal, ça devrait être arrêté. OK? Mmh. On a une class action aux États-Unis qui est en route, où il y a déjà 1400 personnes qui ont perdu la vue. Ah ouais. OK? C'est toujours pas interdit, hein, c'est toujours pas stoppé, ça continue. Et on a différents problèmes qui vont des gens qui ont des motilités intestinales
ingérables, donc qui sont en Ouais, diarrhée permanente. ouais, ouais. On a des problèmes au foie, on a des problèmes à la thyroïde. Ouais, L'Union européenne avait déjà été alertée il y a 2 ans sur les problèmes de cancer de la thyroïde, du risque ouais, de cancer de la thyroïde augmenté avec ces produits. Alors, dans un monde normal, on devrait stopper la prescription de ça, étaler toute la science, regarder la pharmacovigilance et se demander s'il faut continuer. Mais comme il y a beaucoup d'argent en jeu, ça continue. Puis comme le marketing est puissant, à la télévision aux États-Unis, ça passe H24. Hein. ah Et on ouais, te dit même que, parce que c'est des assurances santé privées aux États-Unis, les assurances santé prennent ça en charge à 100%. Donc ça te coûte rien en fait. Donc tu continues à manger tes frites, tes ouais, sodas, tes burgers, tes pizzas, tu t'injectes ça, c'est pris en charge par l'assurance santé. Puis si tu perds la vue ou t'es mort, bah oui, mais bon, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Oui, ou moi j'ai des médecins qui prescrivent ça et puis qui disent aux patients: «Bah, voilà, va falloir, être suivi par une diététicienne parce que quand vous arrêterez, quand vous arrêterez les injections, faudra être bien suivi». Je dis: «Ouais, c'est bien gentil, mais moi j'ai rien à voir là-dedans, hein. Vous grossirez de toute façon. Donc Alors, faut que arrêter. vous Hein. soyez Il n'y aura suivi ou pas pas, ça d'arrêt. va pas aller». Il n'y aura pas d'arrêt. Puisque Ouais, le ouais, produit est prévu pour être injecté à vie. À partir du moment où vous arrêtez les injections, vous reprenez tout le voilà, poids. c'est ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est la perte musculaire. Ouais, Parce que entre 30% et 50% du poids perdu, c'est de la masse maigre. ouais, 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 ouais. Et ce qui est encore de nouveau génial, n'oublions pas que le cœur est un muscle et que vous perdez la masse musculaire de votre cœur. On est en train de Ouais. fabriquer les futurs insuffisants cardiaques grâce à ces injections. C'est le plus gros jackpot qu'on ait eu là depuis ces dernières décennies. Oui, bah, après moi je vois bien aussi, je pense comment ça arrive, hein. C'est ces gens qui ne maigrissent pas parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe et donc c'est les endocrinologues, bah, étant, dépités, n'en voyant pas forcément, chez la diététicienne ou autre, bah, se retrouvent avec, devoir répondre aux patients et donc bah, c'est le plus facile et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en Mmh, plus. Donc mmh, ici, moi j'ai eu il y a pas longtemps un jeune de 19 ans qui, s'était mis à l'alimentation cétogène, qui avait perdu 15 kilogrammes. Et il voulait plus quand même. Et son médecin l'a mis aux injections de Wegovy. Et je dis, mais enfin, mais, mais tu te rends pas compte, ta perte de poids, elle est magnifique. Et donc voilà, je pense qu'il a. Mais en même temps, c'était lancé. Donc c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué. mmh. Donc, Le meilleur agoniste des GLP-1, c'est pas Ozempic ou Wegovy, c'est un steak ouais, qui fait le même effet. ouais, ouais, ouais. Sauf que celui-là, c'est la nourriture, quoi, avec tout un tas de micronutriments avec, etc. Parce que ça, c'est un vrai problème aussi. On n'a pas parlé sur le nombre de personnes que j'ai vues qui sont venus vers moi et qui m'ont dit: «Ah bah non, mais moi j'ai fait une sleeve ou j'ai fait un pontage et jamais personne m'a dit qu'il fallait que je prenne des suppléments». Oui, oui, oui. On switch la première partie de l'intestin où toutes les absorptions de vitamines et de minéraux sont extrêmement importantes. Ouais. Ces gens-là, normalement, devraient être sous supplément à très haute dose à vie À avec un vivre. suivi. Et il y Ouais. a une quantité phénoménale de gens à qui on n'a jamais dit, ou alors ils ne l'ont pas entendu, je ne sais pas, Oui, il y a de qu'il ça, il y a fallait les prendre il y a ces les 2. suppléments. Moi ici, pendant les années où j'ai travaillé, donc c'est écrit dans les papiers, c'était expliqué aux patients, mais ils l'oublient, hein. Et souvent, on les voit, 1 fois, 2 fois, ceux qui sont bien assidus, peut-être 5 fois et puis c'est tout. Ils perdent dans la nature, ils finissent par oublier parce que c'est contraignant, Mmh. et ils se rendent pas compte et ils arrivent à des histoires effectivement, dramatiques, hein, dramatiques. Ils peuvent à 40 ans, la masse musculaire effondrée, Mmh. enfin, des histoires vraiment, moches. Et Oui, effectivement, oui. aucune conscience de l'importance de leurs vitamines, tout ça, ils ne se rendent pas compte. Ils se Mmh. rendent pas compte. Et ça, enfin, moi, pour moi, c'est un vrai scandale. Hein. Et c'est un scandale que des médecins continuent à pratiquer ça. À la limite, je ne sais pas, qu'on réserve ça à des cas extrêmement Oui, précis, catastrophiques, etc. Pourquoi pas? Mais qu'on généralise ça comme une pilule miracle pour perdre ouais. du poids, ça, c'est un scandale. Oui, oui, bien sûr. Oui, Mmh. oui. Après voilà, il faut que le patient ait envie aussi de se prendre en charge et une prise de conscience et c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, tout le monde n'est pas Mais prêt à ça. je dis que nous avons tous une responsabilité au niveau sociétal, au niveau du système. Je comprends bien que des gens qui ont un travail manuel, qui n'ont pas fait d'études, qui lisent pas, qui n'ont pas envie d'apprendre, ils vont pas faire une révolution nutritionnelle. Par contre, on pourrait très bien, avec le coût d'une opération de chirurgie bariatrique, les envoyer 15 jours ou un mois dans une sorte d'institution où on leur donnerait un régime cétogène correctement formulé,
On leur apprendrait les bases de la cuisine cétogène. Des bases, je dis bien, hein, cuire des haricots verts, un steak, du poisson, des œufs, tout le monde peut le faire. Hein, juste Ouais, ouais. juxtaposer des aliments. Et puis, leur mettre le pied à l'étrier. Ces 3 semaines, tout frais payé, y compris même, pourquoi pas, les assurances santé, elles pourraient très bien payer ça en arrêt. Ça coûterait moins cher qu'une chirurgie Ouais. bariatrique. Hein. Et ça, c'est durable, parce qu'une fois que c'est ancré dans la tête des gens, ils savent quoi faire pour maîtriser leurs problèmes de poids ou pathologies comme le diabète, etc. Oui, Quand, mais quand on bon, prend un après pour diabétique de l'instant, type 2, il est diabétique de type 2 pendant des décennies. ouais. 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans, avec tous les médicaments, toute l'insuline, tous les rendez-vous médicaux, jusqu'à parfois la cécité, les amputations, l'insuffisance rénale, etc. Quand on fait le total de tout ça, est-ce que c'est pas à mettre en balance avec 3 semaines dans un institut pour reprendre son corps en main et réapprendre à manger, par exemple? Voilà. Oui, oui, bah, il faut après que ce soit connu. Moi ici, en Belgique, l'union, professionnelle des diététiciens. Je t'avais envoyé là, eh bien, j'avais vu qu'ils avaient fait une petite conférence sur le cétogène. Malheureusement, je l'ai vu qu'après et la retransmission est exécrable. Mais de ce que j'en ai compris, ils disaient que c'était bien, pour l'épilepsie, mais du reste, il valait mieux se méfier, trop de graisse saturée, risque de carence et je me dis: «Mais on n'avance pas en fait. Donc le message ne passe pas, ça veut dire que tous les professionnels, ce qu'ils ont entendu, c'est qu'il ne faut pas aller là-dedans, c'est dangereux et ça n'avance pas et Les donc gens qui ont fait cette conférence, c'est des incompétents. bah, c'est des gens qui connaissent Incompétents. pas. Ouais, bien sûr, c'est des Je gens qui souligne, connaissent pas. incompétents, mais même qui ne connaissent pas. À la limite, tu prends un jeune de 18 ans qui maîtrise bien les outils informatiques, tu lui dis, tu me fais une revue scientifique, même pourquoi pas une IA, tu vois, tu me fais une revue scientifique sur le régime cétogène, le résultat est meilleur. Hein. C'est des gens qui n'ont même pas été sur PubMed pour faire une véritable revue scientifique. Parce Oui, que bah, des c'est études des sur le long connaissances de terme, base. Ouais. on les a. Les carences, par exemple, le mythe des carences en régime cétogène, on a des enfants qui ont des polyhandicaps, des retards de croissance, qui te font 15 crises d'épilepsie par jour, qui sont des fauteuils roulants. On leur donne un régime cétogène, on fait une étude sur ces enfants et on dit attention, retard de croissance, attention si, attention, on est dans un public spécialisé là. Hein, on n'est Mmh. pas en population générale. Et tout ça, c'est des mythes en fait. Le problème des protéines sur les reins, etc. C'est tout le temps les mêmes Oui, oui, histoires oui, qui reviennent, ouais, ouais. Ouais, ouais. qui ont été débunkées il y a longtemps, des décennies. Les études sont là. Donc, c'est une faute professionnelle pour moi de ne pas les avoir lus, intégrés, être capable de faire une synthèse et un congrès avec. Quoi. Appelez-moi, je vais venir vous faire la présentation avec 150 études citées, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, après du coup, oui, je me dis que c'est pas près d'avancer. Ici, j'ai eu aussi un médecin en consultation. C'était un jeune médecin qui venait d'être diplômé. C'était, d'ailleurs un échange très, très intéressant et donc je finis par lui expliquer, l'approche cétogène et il me dit: «Oui, mais j'ai lu, et c'était apparemment dangereux parce qu'il y a un risque d'acidocétose». Là, je me dis, «Ah!» donc L'acidocétose du diabétique de type 1. ouais, ouais, ouais. Confondre avec un régime cétogène. OK. Ouais. Ouais, donc bah, après je lui ai expliqué, il a tout de suite compris et justement je trouve que là c'est passionnant parce que c'était un jeune médecin, il m'a entendu et du coup toute sa pratique, s'en trouve changée pour son futur et donc ça c'est magnifique. Tout à Donc fait. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que je pense souvent, enfin, beaucoup de grands penseurs l'ont dit, en fait, on ne change pas les choses, on ne brise pas les dogmes, on change juste de génération. ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'une nouvelle génération, qui a un cerveau un peu plus ouvert avec des idées nouvelles, remplace l'ancienne, qui, elle, va mourir avec ses dogmes. Oui. Et je l'ai vu, par exemple, avec le professeur Lilamant, qui est intéressant, parce que c'est une nouvelle génération de gérontologues en France, professeur de médecine, qui a lancé la première étude sur le régime cétogène et Alzheimer en France, une petite étude, et on voit que c'est la nouvelle génération qui le porte. Et quand je lui pose la question dans l'interview, mais comment le régime cétogène s'est porté sur votre parcours, ben, il me répond simplement, c'est juste les patients qui n'arrêtent pas de nous en parler. Ah ouais. Donc, les Ouais. patients, ils lisent des livres, ils voient des résultats chez des gens, etc. À un moment donné, ils sont demandeurs pour leur médecin. Et là, le médecin intelligent va se dire, qu'est-ce que c'est que cette chose qui me parle que je ne connais pas? Il commence à regarder un peu la littérature scientifique et il s'aperçoit qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, Ouais. on y va, on essaye. C'est là que c'est intéressant.
Oui, bah, ici, moi, j'ai eu une patiente, qui voulait tomber enceinte, qui est venue et elle voulait faire un cétogène. Mmh mh. Après ce qui est dommage, c'est qu'elle avait déjà commencé tout le protocole, tout le protocole, des injections et compagnie. Voilà, après, mais ça aurait été bien qu'elle teste avant, qu'elle puisse tester l'alimentation cétogène avant. Maintenant, dans son idée, elle voulait le faire uniquement le temps de tomber enceinte. Voilà, bah, après on c'est déjà très bien. Donc, ou alors parfois il y a des gens, je suis tombée sur des personnes quand même qui avaient déjà testé le cétogène et qui l'avaient mal fait, en fait, qui étaient Mmh mh. dans un cétogène hypocalorique, Mmh. et ça c'est assez fréquent et du Ça coup, arrive bah, ils souvent. en avaient peur et donc là il faut réexpliquer et voilà, Mmh. en espérant qu'ils veulent bien, se remettre dedans. Je le vois Ouais, très souvent, en particulier chez la femme, les femmes plus touchées que ouais, les hommes. Elles ont cette habitude de déficit calorique, hypocalorique et donc c'est des femmes qui sont affamées. En gros, elles mangent, 150 grammes de viande, 2 œufs et puis, 50 grammes d'haricots verts. Elles ont l'impression qu'elles font du cétogène ouais, alors qu'en fait, ouais. elles font juste de l'hypocalorique Ouais, ouais, c'est et assez fréquent. ouais. Donc on en revient toujours au même. On a un problème de formation Oui, et d'information. Le régime cétogène, c'est quoi? C'est quoi les bases? Ça se forme comment? Et plus il y a de gens qui seront compétents là-dedans pour dans tous les domaines, que ce soit les nutritionnistes, diététiciens et médecins, et mieux ce sera parce que, on peut pas juste avoir YouTube, c'est très bien, toi, on communique aujourd'hui, on diffuse de l'information, mais le problème de YouTube, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a du blanc, il y a du ouais, noir et les gens, en fait, n'ont pas les compétences nécessaires pour le ouais. pour le trier. Donc ils vont peut-être naturellement suivre, celui qui a la plus belle tête, c'est-à-dire pas moi, et qui a l'impression de mieux marketer les choses et finalement, on est à côté de la vérité. Voilà, c'est ça le Oui, oui problème. et puis ils me le disent, hein, moi ils me le disent de plus en plus: «Ah oui, mais avec tout ce qu'on entend, je suis perdu. Je suis Mmh, perdu» et et donc, bien sûr, voilà et c'est vrai, c'est compliqué. tout à Ça fait. part dans tous les sens, oui. Ça part dans tous les sens et c'est pour ça que moi je l'ai toujours dit, hein, depuis le début, hein, croyez personne, y compris moi. Ce qui fait foi, c'est la science. Parce que alors bien sûr, les expériences sont intéressantes. Si quelqu'un a fait quelque chose, il y a pas de science derrière, il y a une réussite avec, pourquoi pas le considérer? Mais c'est juste un exemple, un cas. Ce Ouais, qui fait foi, c'est la littérature scientifique, c'est les études, alors pas forcément en double aveugle, mais des études de cas, c'est intéressant et après quand on commence à faire des groupes et qu'on voit ce qui se passe, par exemple, sur le régime cétogène, ça fait très longtemps qu'il a été comparé à d'autres approches. Est-ce que le régime méditerranéen fait mieux? Est-ce que le régime sans sel, riche en glucides, fait mieux? Est-ce que si, est-ce que ça? Et on voit ce qui se passe sur différents groupes, plusieurs années, etc. C'est ça qui fait foi. Hein. ouais, ouais, ouais. Et c'est vers la science qu'il faut se tourner pour trancher, pour savoir si c'est lui qui a raison ou si c'est l'autre, parce que sinon on s'en sort pas. Tu vois, le régime cétogène, par exemple, il y a toujours eu deux grandes écoles, avec une école plutôt très riche en protéines et une école plutôt très pauvre en protéines. Bon, maintenant, ça s'est quand même largement amélioré, mais il faut savoir lire la science et l'interpréter. Dans certains contextes, certains cas, une approche beaucoup plus riche en protéines va donner de meilleurs résultats. Et pour d'autres contextes, dans d'autres cas, une approche beaucoup plus pauvre en protéines va donner de meilleurs résultats. Il faut garder un petit peu le sens critique et puis ne pas s'entêter en disant c'est comme ça qu'il faut faire, Oui. ça doit marcher, si ça marche pas, c'est ta faute. Oui, Ça, oui, ça oui. faut arrêter avec ça. Voilà. Oui, je pense déjà, bah, déjà en fonction des profils, on s les cétogènes vont pas être les mêmes, ça va les mêmes choses ne vont pas correspondre ou même, selon les étapes, hein, donc c'est aussi quelque chose on apprend, on avance, on teste, voilà, Mmh. voilà, c'est un apprentissage constant, hein, de toute façon le cétogène, c'est ça qui est aussi, Tout à fait. passionnant. Et puis c'est une alimentation qui est à notre service. Hein. Nous ne sommes pas au service du régime cétogène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous pensez avoir compris des choses, mis en place des choses, essayé des choses et que ça marche pas, il faut pas s'entêter. Ouais. Hein. Faut essayer de faire un réglage Mmh. différent et partir sur une autre voie. Moi, je suis en cétogène depuis bientôt 13 ans. J'ai été 6-7 ans omnivore en cétogène. Maintenant, je suis quasiment en carnivore exclusif, même si je ne suis pas religieux, parce que je suis très bien comme ça, et je ne prône pas l'un ou l'autre. Il y a des gens Ouais. qui ont des problèmes d'intestin, ils vont beaucoup mieux quand ils retirent les légumes et les végétaux, et puis il y en a d'autres qui se sentent très bien avec de grandes quantités de légumes, et ça se passe très bien pour eux. Donc, Oui, c'est ça. Mmh. ça dépend des gens. Oui, 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 oui. Ou même du parcours, enfin, oui, c'est ça, pendant un cétogène, ça peut évoluer effectivement, Tout à oui, fait. oui. Donc ça, c'est aussi, et donc du coup, après voilà, c'est pas,
c'est pas facile pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens pour qui, l'approche cétogène peut être compliquée, peut faire peur, demande, une compréhension que tout le monde n'a pas. Donc voilà, il y a quand même des profils pour lesquels, c'est compliqué. Après, j'expliquerai toujours que, les féculents, le sucre, tout ça, il y a un problème et que, de toute façon, les aliments qui régénèrent, c'est la viande, c'est le beurre, c'est le bon gras, donc ça, je l'explique et ça, voilà, ça ne demande pas une grande compréhension, mais après, quand on avance vraiment dedans, il faut quand même pouvoir aussi le suivre. Oui, mais ça dépend aussi des cas. Quelqu'un qui arrive avec 10 kilos de trop, qui a pas de pathologie, lui expliquer que le régime cétogène, ça consiste à, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers pour ceux qui en mangent et des légumes pour ceux qui en mangent, c'est pas compliqué, hein. Ouais, Bon, voilà, ouais. voilà. À partir du moment où tu es là-dedans, les gens vont rapidement perdre du poids, ils vont s'y intéresser. Parce qu'à partir du Ouais, moment où tu ouais, ouais, réussis, tu pas c'est faim, ça, tu as déjà un résultat. Là, tu commences à creuser le sujet. Qu'est-ce que je peux ouais, faire de mieux? Bon. Et puis, il y a des personnes où ça va être beaucoup plus compliqué. Par exemple, des gens qui sont sous traitement, sous insuline, etc. Il va falloir y aller graduellement. Il y a polymédication, etc. oui, 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 oui. Là, c'est un peu plus pointu déjà au niveau des micronutriments, les minéraux, etc. Et ceux qui prennent des diurétiques, par exemple, des choses comme Ouais, ça. ouais. Tu peux pas dire à quelqu'un qui est en régime sans sel avec des médicaments, manger Oui, 12 grammes de sel. Ça marche pas, hein. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir travailler avec un médecin parce que du coup aussi avec les médicaments, les adapter au fur et à mesure et ouais, là c'est vrai que ce serait vraiment une grande aide, ouais. Tu avais Dr Westman avec 2 autres médecins dont j'ai pas les noms là en tête, qui avaient publié il y a 6-7 ans une étude, un papier très simple. En fait, c'était un protocole pour retirer tous les grands médicaments qui sont prescrits, donc au niveau de la tension, au niveau du sel, au niveau du cholestérol, au niveau de la glycémie, etc., graduellement avec le régime cétogène. Voilà, c'est ce genre de papier qui fait Ouais, c'est ça. autorité parce que là, en fait, le médecin, il a une feuille de route sur comment réduire la médication sur plusieurs semaines, plusieurs mois, face à un patient qui est traité parfois depuis des années ou des décennies. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vu, on aurait pu le mettre dans les derniers portraits keto, ça n'a pas pu se faire, mais quelqu'un qui était diabétique de type 2 sous insuline depuis 20 ans, Ouais. qui n'en a plus besoin Ah ouais. grâce au régime cétogène, et aucun médecin veut prendre la responsabilité de lui retirer sa prescription d'insuline. Ah ouais. Parce que ces médecins n'ont jamais vu un cas de rémission, d'inversion de diabète de type 2. En Ouais. fait, le goulet d'étranglement, c'est la connaissance du médecin généraliste, Oui, c'est ça. dans ce Ouais. cas-là. Mais c'est la personne de son propre chef, seul dans son coin, qui a réussi à un tel résultat. Ouais. Oui. Après voilà, ce sont des gens qui cherchent en général, du coup c'est Voilà, c'est des profils rares, c'est peu de personnes, c'est 1-2-3% de la population qui a ce courage, cette mmh. confiance en soi, qui fait ça. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin des professionnels pour que ça puisse se généraliser à tout le monde. Ouais, 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 oui. Bah, Mmh. espérons, ah oui, qu'à un moment donné, moi, si je pouvais aller, parler de l'alimentation cétogène à des professionnels, ce serait enfin là où je travaille, ça serait super. C'est le but des Ketos sans rendez-vous. Plus on sera nombreux, tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, tu es le numéro 4, quand il y en aura peut-être 100, tous les professionnels peuvent le montrer à d'autres. Vous pouvez peut-être vous organiser, créer des petites conférences dans vos établissements, et cetera, pour présenter des résultats, présenter des études, Ouais. présenter des cas, et c'est peut-être ça qui fera changer les choses. Oui, du coup, je rebondis sur de mes dernières questions. Est-ce que tu as déjà eu des collègues qui ont eu une vision positive de ce que tu as fait, qui sont venus te poser des questions, qui sont venus chercher des ressources pour éventuellement eux-mêmes les intégrer dans leur spécialité? Alors, je pense à des diététiciens, des médecins, ou c'est encore pas le cas, tu es encore isolé sur ce Ah oui, point-là? complètement, hein, absolument Mmh. pas. Moi, c'est plutôt l'inverse, hein, un jour, j'ai eu un médecin généraliste qui s'est demandé pourquoi, je demandais un complément dans la prise de sang, Mmh. au niveau de la thyroïde, que ça n'avait aucun intérêt, que la TSH c'était suffisant, que la glycémie était suffisante chez cette jeune patiente et voilà. Donc non, 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 je travaille seule sans voilà, c'est plutôt je me dis: «Tiens, est-ce qu'à un moment donné ça va se savoir et est-ce que ça va bien se passer?» Mmh. Donc là où avant ça me faisait peur, bah, maintenant, il y a pas de problème. De toute façon, je peux pas travailler autrement, donc Oui, oui. je peux plus changer mon discours, donc mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, non.
Et pourtant oui, j'aimerais bien. Après, je pense pas qu'ils sachent vraiment, bon après j'ai parfois quand même des gens internes à l'hôpital qui viennent et ils doivent quand même parler de ça aussi, mais actuellement, Mmh. ni dans un sens ni dans un autre OK. Et au niveau des, peut-être des difficultés que tes patients ont éprouvées, qu'est-ce qui revient généralement? La compréhension du régime, une nouvelle cuisine, les ingrédients? C'est quoi les points que tu vois qui sont un peu difficiles, pour tes patients avec le régime cétogène? Bah, c'est l'utilisation de manger plus gras ou Mmh mh. l'utilisation du gras, ça reste toujours, étrange pour eux. Donc, pour certains, ça se passe bien, mais, ça peut paraître étrange. Alors s'ils sont vraiment dans le cétogène, le sel, parce Mmh. qu'ils vont en ajouter dans leur plat, mais voilà, j'explique qu'en général, c'est pas assez. Donc, il faut déjà plusieurs rendez-vous pour que on puisse vraiment aborder bien le sujet aussi parce qu'il y a cet aspect-là. Alors je leur recommande souvent de manger les abats, hein, pour Mmh. l'apport, nutritionnel et ça, on a quand même, pas mal de personnes qui ont alors il y en a qui ont vraiment très facile, hein, parfois, ceux qui viennent, d'Afrique ont beaucoup plus facile et d'ailleurs ont gardé beaucoup, de bons Mmh. réflexes, donc ont plus facile. Mais sinon, c'est plus difficile, oui. C'est principalement alors ou parfois en famille, hein. Donc en Mmh. famille, déjà moi, hein, je mange plus avec les autres, hein. Personne ne m'a suivie, personne. Donc oui, après moi ça me pose pas, de problème, on s'est habitués et voilà et je me fais à manger le soir pour mon petit déjeuner, mon dîner, que j'emporte avec et voilà, on s'est habitués. Mais oui, ça peut poser quand même, quand toute la famille suit pas, ça peut paraître compliqué, ouais. Mmh. Oui, c'est encore un frein ça, c'est clair que quand on est, avec des gens en particulier qui sont beaucoup dans la malbouffe, c'est-à-dire qu'ils vont enchaîner, les pizzas surgelées, les assiettes de pâtes et cetera, c'est un gros spread. Bon, des gens qui mangent déjà un peu plus équilibré, ben, s'il y a déjà une viande, des œufs, du Ouais, fromage, des légumes, bon, bah, il y a un peu de riz en moins, il y a le pain qui saute, le gâteau, et c'est juste un petit arbitrage, mais c'est pas la révolution. Mais chez certaines familles, où il y a beaucoup de malbouffe, là, c'est clair que ouais. c'est un grand écart, quoi, c'est immense. Ouais. Oui, bah, alors après voilà, ça dépend, de l'âge de la personne, si elle peut Mmh. être autonome ou pas et Mmh. donc Mmh. oui, ça Oui. Oui, puis il y a aussi ça aussi pour les personnes qui sont un peu dépendantes. Je pense à des gens qui sont, touchés par Alzheimer ou des choses comme ça, ouais, où il y a besoin d'aidants, autour dans la mmh, famille qui soient, compétents en régime cétogène. J'ai vu des gens, par exemple, on m'a remonté les informations, qui avaient, une infirmière à domicile et une aide-soignante. Le couple avait été touché par Alzheimer, on leur avait prescrit un régime cétogène et en fait, l'aide-soignante qui faisait à manger a littéralement rien compris au régime cétogène. Elle avait compris que c'était un régime sans gluten ouais. et donc du coup, tout était fait à côté. Donc c'est pour ça, encore une fois, on a besoin de formation. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, bah, oui, c'est en plus, ce sont des notions qu'il faut apprendre. Effectivement, parfois les gens confondent sans gluten Mmh. ou végan aussi, confondent parfois, ouais, ouais, Mmh. ouais. Quels sont peut-être tes projets pour les prochains mois, prochaines années, avec cette nouvelle découverte et intégration du régime cétogène dans ton activité professionnelle? Est-ce que tu as des projets, des ambitions de développer ça ou peut-être justement des petits congrès de formation pour des collègues ou des choses comme ça? Est-ce que tu as envie de faire des choses comme ça? Oui, 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 alors, bah, là, je pars complètement dedans, hein, donc j'assume. Donc donc oui, là, maintenant, je me montre en tant que, low carb et cétogène et c'est vrai que, je travaille, pour des centres médicaux et j'informerai bien que si jamais ça les intéresse, je peux faire, par exemple, une conférence sur le sujet. Oui, je me dis qu'effectivement, c'est comme ça que ça doit avancer, ouais. Faut peut-être Oui, aller, vers. petit à petit, je pense que c'est le seul moyen que des professionnels informent d'autres professionnels. C'est le seul moyen de faire passer l'information que ça existe, c'est là, c'est déjà scientifiquement bétonné, donc faut y aller. Ouais. Ouais. Bravo, sincèrement pour ton engagement. Tes coordonnées seront en description de cette vidéo pour les gens qui veulent, te solliciter pour les aider dans leur démarche cétogène. Mais encore une fois, je tiens sincèrement à féliciter tous les professionnels de la santé courageux qui vont vouloir parler, s'exprimer, s'engager sur le régime cétogène. C'est pas facile. En gros, si vous voulez la voie de la facilité, vous continuez les prescriptions de pilules. La voie de la difficulté, la voie la plus raide, la plus ardue,
c'est le régime cétogène. Donc, bravo pour votre engagement vers la santé du patient, parce que pour moi, c'est Mmh. Hippocrate l'a dit, faites de votre nourriture votre médecine, et c'est exactement ça. Le régime cétogène a tellement permis, on va presque considérer comme des miracles, des gens qui étaient mis de côté en disant voilà, c'est fini, on ne peut rien faire pour vous, etc. Je pense à des glioblastomes, des choses comme ça, qu'il faut vraiment le considérer, et il faut se le réapproprier, il faut lui donner la place qu'il devrait avoir dans notre société aujourd'hui. Voilà. Oui. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui découvrent peut-être le régime cétogène grâce à toi? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message? Hem, Bah, qu'effectivement on peut changer énormément de choses pour sa santé, pour son poids et que, il faut pouvoir penser différemment et avancer et oui, il faut vraiment avoir confiance, même ceux qui ont des histoires très compliquées, il y a vraiment, des bonnes a enfin, cette approche permet de changer beaucoup de choses. Donc Mmh. oui, L'essayer, c'est l'adopter. oui, oui, totalement. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ce que tu Merci. fais. Merci pour ton engagement. Merci pour ta volonté de diffuser l'information cétogène, et merci pour Merci à ce toi. Ketos au rendez-vous. Tu reviens quand tu veux. Si à un moment donné, je sais pas, tu veux annoncer justement, un petit congrès en Belgique, ou quelque chose de nouveau, ou un résultat exceptionnel, mes invités dans les Ketos au rendez-vous pourront revenir plusieurs fois pour OK. exposer, des sujets ou des thématiques différentes. Donc quand tu veux, tu reviens. Merci beaucoup. Ah super, merci à toi en tout cas. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.